Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu et vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders. Je suis content d'être avec vous dans cette nouvelle édition de ce podcast où l'on va parler techno, de pratiques de développement ou de sujets plus généraux mais toujours en lien avec l'informatique. Le concept de ce podcast est assez simple. Dans chaque épisode, je vous pose une question et vous pouvez me répondre par vocal. Pour ce 5e épisode de ce podcast, j'aimerais vous parler des outils que j'utilise au quotidien pour développer. J'ai par exemple travaillé dans le passé avec de nombreux éditeurs de code, comme RubyMine de JetBrains, Sublime Text, Atom ou encore VS Code. Je pensais d'ailleurs que VS Code allait m'accompagner encore quelques années quand Camille m'a fait découvrir Cursor, un éditeur de code basé sur VS Code intégrant une assistance par IA. Un peu comme Copilot, l'outil m'aide dans l'autocomplétion, le refactoring, la génération et l'explication de mon code. L'ergonomie est très bien pensée et son utilisation m'est devenue indispensable au quotidien. Je me demande vraiment comment je faisais avant. Un autre outil qui m'a pas mal servi ces derniers temps est le Live Share de VS Code, également disponible dans Cursor. Il permet de pouvoir faire du pair programming à distance. On peut non seulement faire une édition de code à plusieurs, mais également partager son terminal et son serveur web. On s'en sert pas mal avec Camille quand on souhaite développer à deux à distance. Je pourrais citer plein d'autres outils que j'utilise au quotidien, comme iTerm et HomeIZSH pour personnaliser le terminal, Docker, GitHub Desktop, Arc pour la navigation web, le DevTools de Chromium bien sûr. Je te propose dans ce 5e épisode de nous parler des outils que tu utilises dans ton quotidien développeur. Lesquels te sers-tu par exemple pour développer, débugger, partager ton code, t'organiser ou encore faire des maquettes? Est-ce que tu as une anecdote ou une expérience sympa à nous raconter sur ce sujet? Vous êtes bien sûr le répondeur des Human Coders, laisse-nous un message après le bip. Salut Mathieu, c'est Camille, ton associé. Je voulais te parler de la stack que j'utilise pour développer. Je suis développeur Ruby on Rails à l'origine. Du coup, j'étais un grand fan de RubyMine pendant très longtemps. Là, de ces dernières années, je me suis retrouvé à plus souvent faire du TypeScript et du JavaScript. Donc, j'ai migré sur VS Code qui était un peu plus approprié. Hem Et je trouve que ces derniers temps, on a pas mal parlé dans un épisode précédent, mais je trouve que ces derniers temps, l'écosystème a beaucoup changé, notamment avec l'arrivée des IA. D'abord avec Copilot qui s'intègre à VS Code, puis avec des IDE dédiés comme Cursor que j'utilise, depuis plus de 6 mois maintenant et voilà, ça a vraiment changé radicalement ma façon de développer. Et je surveille aussi de très, très près 2 autres éditeurs qui sont un peu dans ces mêmes vibes, Z et Windsurf, alors qui sont tout jeunes par rapport à Cursor. Et voilà, je très curieux de savoir ce que, tous ces éditeurs vont devenir et comment ça va évoluer, mais ça devient vraiment impressionnant et ça m'aide, réellement au quotidien, donc je trouve ça trop bien. À part ça, j'ai une stack assez classique, je pense, ZSH, OmyZSH, je suis sous Mac avec, iTerm. En navigateur, j'utilise Arc. J'adore ce navigateur. L'interface est assez radicalement différente des autres navigateurs. Ça repose sur Chromium, donc on n'est pas perdu, mais j'aime beaucoup pouvoir être en full screen. J'aime beaucoup pouvoir changer, facilement d'un profil, à l'autre sans avoir, 15 fenêtres ouvertes. J'aime beaucoup la façon dont il gère les tabs. D'ailleurs, même au niveau graphique, les tabs sont mis à gauche et bah, du coup, ça laisse beaucoup d'espace donc voilà, j'aime beaucoup ça. Puis c'est assez innovant donc j'aime bien. Et je pense, voilà, j'ai fait un petit peu le tour des outils que j'utilise au quotidien, voilà, plutôt stack assez basique, je pense, mais voilà, si ça peut inspirer du monde avec, grand plaisir. Je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao Mathieu. Salut Mathieu, c'est Jérôme Grignon. On m'a dit que tu cherchais des outils pour t'aider dans ton travail de développeur. Ça tombe bien, moi j'ai une liste à te conseiller. Alors on se connaît pas, moi je suis front-end software engineer chez Lucas. On est un éditeur de solutions RH et on met beaucoup l'accent sur l'expérience développeur, à la fois grâce à des outils grand public qu'on utilise, mais aussi des outils internes qu'on a développés nous. Et notre travail, en tout cas le mien, commence souvent par un travail de design. Et pour cela, j'utilise Figma. Figma est très connu pour réaliser des maquettes. C'est un outil qui est très puissant, mais qui peut être un peu brut quand on commence. C'est pas forcément évident de s'y lancer. Chez UCAN, on a l'avantage d'avoir toute une équipe de designers qui connaissent très bien cet outil et dessus, ils maintiennent tout un design system et des librairies de composants.
il y a un aspect très consommation qui permet d'aller utiliser toutes ces librairies, tous ces tokens et qui me facilite grandement la vie. Ça permet aussi, d'utiliser toutes les bonnes pratiques qui ont été mises en place, utiliser toujours les bonnes couleurs, utiliser toujours les mêmes, visuels. Donc ça, c'est super intéressant. Pour documenter aussi tout ce design system qu'on a, on utilise Storybook. Storybook, c'est un projet, JS qui permet de créer de la documentation. De la documentation déjà, technique. On peut aller, importer dans Storybook, nos composants. On utilise Angular, donc tous nos composants Angular, de notre design system sont dedans. Ça permet aussi, d'aller faire de la documentation tout simplement textuelle. Par exemple, on a Anne-Laure qui vient de mettre à jour la documentation pour, toute la partie formulation et le ton qu'on doit utiliser dans les messages d'erreur, de nos applications pour avoir quelque chose qui soit cohérent. Ça, c'est l'aspect design. Côté développement, en IDE, moi, j'utilise WebStorm depuis des années. WebStorm, c'est mon petit chouchou. J'adore travailler avec et je pense que c'est ça qui est important, c'est de trouver l'outil, qui nous apporte l'expérience développeur qui nous correspond. Et ça, WebStorm le fait pour moi. Il y a Visual Studio Code qui est aussi très connu pour développement front, mais Visual Studio Code demande d'aller rajouter beaucoup de plugins pour arriver à l'expérience qu'on a avec WebStorm. Donc c'est un choix, faut trouver ce qui nous correspond. En tout cas, faut pas hésiter à tester WebStorm puisque depuis assez récemment, il est gratuit en usage non commercial. Et puis souvent la question qui se pose dans le développement, c'est la place de l'IA. C'est vrai que l'IA une part grandissante dans l'impact de mon travail. Déjà, pour moi, c'est l'usage de GitHub Copilot qui me sert de petite main dès que j'ai besoin de tâches assez simples, l'autocomplétion. Ça me permet de gagner du temps sur des tâches. Et j'avoue que j'utilise parce que j'ai la chance d'avoir un compte gratuit grâce à mes contributions code source. Mais je sais qu'il y a plein d'alternatives super intéressantes. Pas hésiter à aller les voir. C'est un milieu qui se change énormément, on le voit. Donc, il faut y aller. Toujours sur l'IA, quand j'ai besoin d'aller sur des choses un peu plus complexes, que ce soit du layout, que ce soit la logique, j'utilise 2 applications pour ça. V0 de chez Vercel et puis le tout nouveau Bolt.io qui fait pas beaucoup parler de lui, qui a été créé par Stackbit. Ils me permettent d'aller explorer 2 types de problématiques, soit des problématiques de layout, je change un petit peu en termes de design. Donc, c'est des outils qui permettent de créer des applications vraiment à partir de zéro, pas juste des morceaux de code. Donc, ça permet d'aller rapidement tester les choses. Et puis aussi un peu plus sur la logique pour des situations où j'aurais pu me dire tiens, je vais aller me chercher une petite librairie pour aller plus vite. Aujourd'hui, peut-être que aller plus vite, justement, c'est utiliser l'IA, éviter d'avoir une énième dépendance dans nos projets qu'on doit maintenir, sur laquelle on doit faire attention à la sécurité. Donc, ça permet d'aller tirer de manière aussi rapide sur une API qu'on va se créer. Donc, c'est assez cool. Et puis, forcément, il y a tout ce qui est intégration et déploiement. Chez Lucas, on utilise GitHub Action, mais on l'utilise pas tout seul. On a un layer au-dessus, on utilise ClickBuild qui nous permet d'aller créer des scripts, donc d'avoir des choses assez intéressantes et qu'on peut réutiliser dans nos projets. Et ça, c'est les outils grand public que j'utilise, mais mon expérience, elle se limite pas à ça, parce que chez Lucas, on a décidé d'investir dans l'expérience développeur pour aller plus loin et créer les outils qui nous manquaient. Les outils qui nous manquaient, par exemple, c'est un outil de ligne de commande qui va permettre d'initialiser tout notre environnement de travail. On arrive le premier jour, on n'attend pas une semaine, 2 semaines, 1 mois pour avoir un environnement de travail qui fonctionne. En moins d'1 heure, tout est OK sur notre poste de travail, sans avoir forcément des connaissances très techniques sur certains outils. Si on a besoin d'aller requêter un back-end, d'aller voir ce que donne une PR en production, on a tout un système de génération d'environnement à la volée qui nous aide à la fois pour nous en tant que développeurs, mais également pour avoir des espaces de démo pour nos commerciaux, des espaces de formation pour nos clients. Puis on a aussi le travail de créer l'équivalent de Backstage, donc un espace de documentation, mais qu'on crée nous-mêmes, qui du coup a la forme qui nous correspond et qui répond à nos propres besoins. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont aussi intéressantes, qui font partie des outils qu'on a besoin en tant que développeur, aller plus loin dans ce qu'on a vraiment besoin pour nous aider au quotidien. C'est ça ce que j'utilise moi assez quotidiennement. En tout cas, n'hésite pas Mathieu si tu as des questions, et puis on se voit bientôt. Salut. Salut Mathieu, c'est Julien, formateur Nest.js. Alors pas que évidemment, mais chez Human Coders, Nest.js pour le moment. Alors je vais te parler un petit peu de ma stack parce que ça m'interpelle pas mal là, le sujet. La stack développeur, c'est quand même quelque chose auquel tous les développeurs sont confrontés à un moment ou à un autre de leur carrière. Trouver la bonne stack, le bon workflow, quelque chose dans lequel on se sent confort pour coder. Alors pour ma part, ça va peut-être faire un peu pro Apple de dire ça, mais j'adore Mac. J'adore les environnements Mac. J'ai tout testé, Linux, Windows, mais alors Mac, pour le coup, je trouve ça vraiment super simple. Je trouve ça aussi hyper mignon à utiliser. Et quand on fait des lignes de code toute la journée, un environnement un peu mignon, ça fait pas de mal. Après, au niveau des logiciels purs, pour écrire du code, moi je suis sur VS Code.
Et je suis sur VS Code un petit peu sous stéroïdes avec beaucoup de plugins. Notamment, je pourrais citer des plugins qui étaient utiles avant l'avènement de l'IA, notamment AutoClose Tag, AutoRename Tag, tous les plugins qui permettent, quand on est sur un framework, d'avoir les autocomplétions, les checks de version, les checks de code, mais pas que. Moi, j'utilise aussi CodeMetrix, par exemple, pour avoir de la complexité cyclomatique sur les fonctions, Codelize qui fait à peu près la même chose, et puis toutes les petites aides quand on fait du web qui sont utiles, comme les aides CSS, l'organisation des CSS avec CSS Alphabetize. Voilà, plein de petites choses comme ça. Donc, c'est un VS Code, mais avec plein de plugins. J'ai pu essayer Cursor, mais je dois avouer que, étant donné que j'utilise aussi des plugins IA sur mon VS Code, je suis plutôt habitué à ça. Et pour le moment, j'ai pas forcément envie de changer, même si bon, j'aime bien tester des choses. Donc, on verra. Peut-être que je testerai ça. Je peux notamment parler pour l'IA de l'extension Tabnine que moi j'utilise beaucoup avec des modèles préentraînés. Et puis très récemment, je me suis mis à installer des LLM sur ma machine avec LM Studio qui permet de faire tourner des LLM directement sur sa machine. Donc au niveau sécurité, c'est quand même plutôt pas mal. Et j'utilise une extension que je teste en ce moment qui s'appelle Continue, qui permet du coup de faire à peu près la même chose que N8N ou que Copilot, mais sur un LLM local. Donc là encore, question de sécurité, c'est pas trop mal. Et ça marche plutôt bien. Voilà, c'est pas les mêmes dynamiques qu'on peut retrouver avec Copilot ou avec Tabnine, mais c'est pas mal. En termes d'automatisation, j'aime bien utiliser aussi comme soft N8N qui permet, du coup d'automatiser des tâches. Donc moi, j'aime pas trop me répéter. C'est vrai que quand je fais, 2 ou 3 fois la même chose, je me dis: «OK, c'est automatisable, automatisons-le», et donc N8N, ça permet d'enchaîner des scripts bash ou ZSH et puis, de travailler avec. En parlant de ZSH, évidemment OmyZSH, hein, qui permet d'augmenter avec des plugins son ZSH. Encore une fois, ça permet d'avoir beaucoup de confort dans sa stack. Et puis c'est à peu près tout. Alors après, j'ai des logiciels comme Arc pour le browser, comme Perplexity, que j'utilise pas trop mal en ce moment, qui me permet de rechercher un petit peu plus vite sur internet. Puis après des softs, assez simples, Evernote qui me permet d'organiser mes idées, Postman qui me permet aussi de tester mes API. Voilà, donc c'est une stack assez classique finalement parce que c'est des outils largement répandus. Mais voilà, c'est pas la stack parfaite, c'est la mienne, c'est celle que moi j'aime utiliser. J'espère que ça donnera, des idées à certains, et puis, merci pour ce sujet parce que, c'est toujours intéressant, de savoir, ce que les autres utilisent et comment ils l'utilisent. Voilà, c'était Julien et puis, bonne journée à tous. Salut! Salut Mathieu, c'est Jean-Phi, je suis consultant chez Zenica à Nantes et je suis aussi co-orga des Human Talk sur Nantes. Alors là, tu me parles d'un outil, moi je vais aller un peu plus loin, je vais pas en dire un, mais je vais plutôt en citer deux. C'est deux outils qui m'accompagnent au quotidien dans des contextes différents, c'est pour ça que je les mets ensemble. Et ce sont les projets IDX et GitLab Duo. Alors le premier IDX, c'est un projet de Google qui est ouvert à tout le monde depuis la dernière Cloud Next en 2024. Et qu'est-ce que c'est? C'est un CDE, donc un Cloud Development Environment, donc un outil qui permet, d'avoir un contexte de développement dans le cloud. Donc c'est assez intéressant comme approche, même si elle n'est pas nouvelle, elle est quand même, en hype depuis quelque temps. Et l'idée, c'est en gros de développer, sans rien avoir sur son ordi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est sympa et ça a plein d'avantages. Et moi, un que j'en vois directement, c'est de voir que, j'ai pu ressusciter un vieux MacBook de 2007 dans lequel je pouvais plus faire de mise à jour d'OS, plus de mise à jour de mon navigateur. J'ai remis un autre OS dessus, Chrome OS. J'ai du coup un navigateur qui est Chrome par défaut et en me connectant sur le site IDX et du coup, je peux développer sur, mes projets GitHub. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez, sympa. Et derrière l'idée, c'est d'IDX va ouvrir une instance de VS Code dans lequel, on peut faire notre développement comme d'habitude. On peut aussi configurer des extensions et là, l'approche qui est aussi bien intéressante, c'est que la configuration va être sauvegardée dans le projet. Ce qui veut dire que si, par exemple, tu veux venir sur mon projet, tu vas avoir directement les extensions que moi j'ai trouvé intéressantes d'avoir sur mon projet. Des linters, des plugins à droite à gauche. Et en fait, la personne qui va arriver sur le projet n'a plus de questions à se poser, à se dire: «Ah, je vais aller voir dans le README quel est le plugin qui est plutôt sympa» et cetera. Donc ça, c'est vraiment, bien, et pour les projets open source, c'est aussi une approche qui est, super intéressante. Et sur edX, ce qui est aussi sympa, c'est qu'on a, l'IA de Google, donc Gemini, qui est disponible du coup directement dans VS Code. Donc à partir de là, ça permet aussi d'avoir,
une IA qui va nous aider à faire plein de choses, comme on peut voir dans plein d'autres contextes, euh, qui va nous permettre de nous aider sur notre projet. Et ça, pour le moment, c'est gratuit. Donc, c'est aussi intéressant d'aller l'utiliser. Euh, voilà. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Et deuxième outil, alors ça parle aussi d'IA, c'est GitLab Duo. En fait, j'ai pas mal de projets qui sont sur GitLab, des projets perso, des projets open source qui sont sur cette plateforme. Et en fait, ils ont fait un projet d'IA. En fait, ils vont un peu plus loin. C'est-à-dire que là, on a aussi le chat qui est dispo dans l'interface de gitlab.com et aussi dans les différents plugins qu'on peut avoir dans les IDE. Et du coup, le chat, il va nous répondre bien sûr à toutes les questions qu'on pourrait lui poser, nous expliquer aussi, le code qu'on peut voir à l'écran. C'est-à-dire qu'on peut expliquer le code qu'on peut voir dans des MR amenés par d'autres personnes, voilà. Elle va bien sûr nous aider à générer des tests, proposer du refactoring, et cetera, et cetera. Et là, ce qui est sympa, c'est que du coup, c'est directement intégré dans la plateforme ou dans les plugins. Donc en fait, on n'a pas besoin de switcher, d'onglet ou d'aller voir, un autre site, et cetera. Là, il va voir le contexte de notre projet. Du coup, ça amène une plus-value vraiment sympa. Et GitLab Duo, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va aller au-delà du code. C'est-à-dire que l'IA va être amenée, va être proposée dans les issues, dans les merge requests, dans tout ce qui est sécurité, CI/CD aussi. Par exemple, si on reprend une issue qui est créée depuis un petit moment, dans lequel il y a plein de commentaires, etc., on va demander à l'IA de nous faire un résumé. Et ça, franchement, c'est quand même quelque chose qui est plutôt bien. Quand on crée une merge request, en fait, c'est préconisé de mettre une description. Et en fait, on peut demander à l'IA de nous générer une description par rapport à ce qu'il a vu dans les fichiers modifiés. Voilà, ça aussi, c'est des petites choses qui peuvent nous faire gagner du temps, et qui est assez sympa. Et puis derrière, moi, je sais que la sécurité, c'est pas trop mon domaine d'expertise. Si jamais j'ai une faille de sécu qui arrive sur mon projet, l'IA va pouvoir, nous aider et nous aider à l'expliquer déjà et nous expliquer aussi comment la résoudre. Donc voilà, ça, c'est des choses que d'autres IA peuvent le faire, mais comme là, c'est intégré dans GitLab, c'est vrai que moi, j'adore l'utiliser. Et en tout cas, voilà, petite découverte, les 2 outils de mon quotidien pour le moment, ce sont ces 2 outils. Heu, voilà, j'espère que tu les connais pas, que c'est l'occasion de découvrir et que si tu as des questions, tu hésites pas à m'en parler. À plus tard, salut! Hello, c'est de nouveau Mathieu. Merci encore pour vos messages. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à les écouter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker ou à nous suivre sur Spotify ou Apple Podcast. Nous construisons ce podcast avec vous, donc n'hésitez pas à nous proposer des idées pour les prochains sujets ou encore à participer aux prochains épisodes sur humancoders.com/podcast. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.